Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international consacré toujours à l'Iran. 11e jour de l'agression contre l'Iran. Tout semble indiquer qu'on s'achemine vers une guerre d'usure et la soi-disant désescalade ne se fera pas de sitôt, surtout avec la désignation du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Le bombardement de l'Iran par l'entité sioniste et les États-Unis et la fermeture du détroit de Dormouz par l'Iran perturbent et met fortement en péril le trafic maritime dans toute la région du Moyen-Orient. Ceci nous pousse de facto à nous interroger sur les bénéfices de cette crise maritime et de qui ou à qui profitera au plus le plus grand dividende de cette crise. Sommes-nous en train d'assister à la création d'un nouveau cadre assurantiel? Toutes ces questions, nous y répondrons tout de suite dans un petit moment avec notre invité. Alors, comme je le disais, pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir, comme à l'accoutumée, Kamel Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Kamel, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Lila. Alors Kamel, on va dire que ça se corse du côté économique, commercial, puisque de toute façon cette guerre a son 11e jour. On voit qu'il n'y a vraiment pas de désescalade sur le plan géopolitique, mais sur le plan économique et surtout sur ce qu'on appellerait le trafic maritime. Cela commence à se ressentir parce que c'est quand même en coût en milliards de dollars. Et aujourd'hui, ce secteur semble très affecté à partir du moment où ces bateaux qui circuleraient, que ce soit des pétroliers, des méthaniers ou encore autres commerciales tout simplement, auraient besoin d'assurance. Et cela pose problème à partir du moment où beaucoup de sociétés d'assurance, si vous voulez, ont résilié leur contrat, peut-être parce qu'ils voudraient faire d'autres contrats qui seraient accommodés beaucoup plus à la situation aujourd'hui. D'autant plus que les États-Unis avaient annoncé le 6 mars un plan visant à garantir justement la continuité du commerce maritime dans la région du Golfe, alors que 20 milliards de dollars ont été pompés pour une réassurance maritime, y compris contre les risques de guerre. Donc on est en train de revoir ces contrats d'assurance conformément à la situation telle que se pose aujourd'hui. On peut dire que des compagnies d'assurance pourront profiter beaucoup plus que d'autres dans ces moments? Pas vraiment, mais les contrats de police assurance sont maintenant négociés au jour le jour, en fonction de la situation. C'est vrai que l'administration américaine a promis d'injecter pas 20 milliards, mais réassurance qui peut atteindre 20 milliards. Donc voilà. C'est pas, le chiffre n'est pas tout à fait fixe, c'est-à-dire c'est jusqu'à 20 milliards. Alors, ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, bien sûr, les compagnies d'assurance refusent justement de fournir, de contracter de nouvelles polices d'assurance parce qu'en réalité, en raison des attaques menées contre les bateaux pétroliers et surtout le fait qu'il y a une guerre et en même temps, maintenant, le coût d'un contrat, je vous cite un exemple, par exemple, un navire qui pouvait coûter 200 millions de dollars, l'assurance était de 600 000 dollars. Aujourd'hui, elle atteint 7,7 millions de dollars. C'est énorme pour les affréteurs, c'est-à-dire pour les compagnies maritimes. Donc c'est énorme, effectivement. Et en même temps, nous constatons que des compagnies comme la Lloyd's, qui est la plus importante compagnie d'assurance dans le domaine maritime, avec l'Agled, aussi, donc, ont décidé de résilier les contrats parce que c'était impossible d'assurer. Parce que si, par exemple, vous perdez 7 navires, c'est 1,7 milliard de dollars de pertes, mais qui c'est qui va les pomper? Et imaginez si 1,7 milliard sur 7 navires et que plusieurs navires sont touchés, je pense que, on voit que la police ou bien la garantie assurée par les États-Unis ne suffirait pas. Et en plus de ça, si vous faites couler un navire, donc c'est une façon de polluer, ça va être un problème, ça créera un problème de pollution. Et pour nettoyer les mers, il faut au minimum entre 680 000 dollars et 1 million de dollars pour pouvoir nettoyer une seule partie du bateau, sans parler du fait que la perte de la cargaison et du bateau lui-même. Donc c'est quelque chose de très complexe. Les compagnies d'assurance aujourd'hui ne sont pas des acteurs, ils sont devenus des décideurs. Ces compagnies-là, c'est elles qui décident quel bateau doit passer ou pas, c'est-à-dire en fonction des risques. C'est-à-dire, maintenant, les pétroliers ne passent pas, donc on peut laisser quelques bateaux de marchandises
qui sont minimes, comme les les cargo conteneurs, mais forcément pas des pétroliers, parce que ce sont les plus chers et les plus coûteux, et le risque est énorme pour ces bateaux-là. Donc les compagnies, juste je termine, donc les compagnies d'assurance aujourd'hui, elles n'écoutent pas les décisions des politiques, elles n'écoutent pas Trump, elles voient ce qui se passe parce qu'elles ont parce qu'elles ont des bureaux d'études, elles ont des sociétés de courtage qui leur donnent le signal comment ça se passe. Donc aujourd'hui, le marché des assurances est dans un état tout à fait désastreux. Donc, ce ne sont pas les décideurs, les politiques plutôt, qui vont justement rassurer les compagnies d'assurance qui agissent en fonction de la réalité du terrain et des risques majeurs qui sont proposés, comme je vous l'ai dit, par des compagnies spécialisées et des bureaux de risques très spécialisés et qui peuvent justement influencer sur la décision des compagnies d'assurance elles-mêmes. Oui, c'est vrai, vous avez dit qu'ils vont décider de quel bateau pourrait justement naviguer ou pas. Est-ce que déjà à partir de ce moment-là, est-ce qu'il n'y aura pas de perte? Parce que de toute façon, il va y avoir peut-être beaucoup de pétroliers et de méthaniers qui peut-être seront empêchés de prendre la mer pour des raisons sécuritaires, pour ne pas justement, ou pour éviter des catastrophes de ce genre, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une frappe. Et dernièrement, Trump avait dit que non seulement nous allons essayer d'assurer ces bateaux, mais nous allons aussi les protéger en cas de pépin, en cas de problème, parce que c'est possible que ces bateaux peut-être seraient empêchés d'aller vers leur destination à partir du moment où ils arrivent devant le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire contre une attaque iranienne. Donc vous voyez, alors l'assurance pour les bateaux, l'assurance encore escortée par la Navy, donc c'est que de l'argent qui sera pompé. Est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que déjà les États-Unis perdent $1 milliard par jour dans la gestion de la guerre, par jour. Donc si cette guerre poursuivra 2 mois, elle va perdre $210 milliards, ce qui est le 20%, qui représente 20 à 25% du budget annuel de l'armée américaine. Oui. De l'autre côté, comme je vous ai dit, les compagnies d'assurance ne fonctionnent pas de la sorte. C'est même si vous leur dites que au contraire, elles considèrent que le danger est double. Du moment que le porte-avions comme le Lincoln a été ciblé. Donc il s'est encore plus éloigné. Comment voulez-vous que de petits navires ou des petits destroyers peuvent-ils assuré, et combien de temps? Et combien de bateaux? Et puis, non seulement le fait, non, ça, c'est plus de la propagande que de la réalité. Du moment que la base navale de Bahreïn, qui servait de ravitaillement pour les bateaux américains, a été totalement détruite. Et ces bateaux-là, qui veulent assurer la protection des bateaux, des navires, ont eux-mêmes besoin de ravitaillement en mer. Donc c'est tout à fait complexe, et ça se voit que c'est juste une déclaration politique pour faire baisser les prix du marché pétrolier. De l'autre côté, si une compagnie d'assurance décide d'assurer un bateau, c'est $7,5 millions, et beaucoup de compagnies maritimes, beaucoup d'affréteurs refusent d'aller vers ce prix-là, alors que la garantie n'est pas sûre. Donc la marchandise devient de plus en plus chère, n'importe quelle marchandise. Et on voit aujourd'hui que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, ont décidé de réduire leur production de pétrole en raison du fait que maintenant ils ne peuvent plus exporter. Donc l'ensemble des pays du Golfe, je parle du Koweït, du Qatar, du Bahreïn, de l'Émirat et de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a réduit sa production de 2,5 millions de barils, les Émirats 1,7, le Koweït de 500 000 et l'Irak de 2,9 millions de barils par jour. Imaginez le nombre cette décision va justement affecter le marché et ne pas favoriser une baisse des prix du pétrole. Donc, puis moins de pétrole il y a sur le marché, et plus les prix augmentent. Même si les Américains ont décidé de recourir aux réserves, donc ils ont parlé à l'administration américaine de réserves stratégiques pour justement alimenter, approvisionner l'Europe occidentale, c'est-à-dire la partie de l'hémisphère ouest de la planète, et non pas la partie qui est la plus importante, qui est la Chine. Donc aujourd'hui, la fermeture du détroit d'Ormuz et le fait que les compagnies d'assurance ne peuvent pas garantir de sécurité, donc il y a forcément un grand problème qui ne peut être géré par des déclarations politiques. Donc c'est la réalité du terrain. Donc le retour aux négociations
politique pour mettre fin à cette guerre sera la seule solution. C'est ce langage-là que les assurances et les marchés pétroliers écoutent le plus. Lorsqu'il y a eu l'appel entre Trump et Poutine, c'est ça qui a un petit peu déclenché, favorisé une baisse du prix du pétrole, mais pas pour arriver à des stades confortables pour les investisseurs et surtout pour les clients. Justement, avant de revenir justement à Trump et à Poutine, et surtout par rapport au passage, parce qu'il y a des pays qui étaient sous sanctions, la Russie, et maintenant on ouvre une petite, si vous voulez, une petite parenthèse pour respirer, parce que de toute façon, nous sommes en situation de crise. Mais est-ce que vous ne pensez pas que à ce rythme-là, et d'abord on va parler du coût, de ces résiliences, donc des contrats d'assurance par rapport à certains pays comme les pays du Golfe et sur le prix du pétrole. D'ailleurs, on voudrait bien savoir quel sera le coût. Vous savez, il y a plusieurs compagnies d'assurance. Donc, c'est pour vous parler d'assurance en tant que perte, comme je vous l'ai dit. Imaginez le nombre de bateaux dans le monde qui sont en train de circuler. Donc, si vous voyez la carte du monde, vous voyez que ce sont des centaines de milliers de bateaux de tout type qui traversent le détroit d'Ormuz et qui vont en Asie parce que c'est le marché du monde. L'Asie, la Chine est l'usine du monde. Donc, on va s'approvisionner auprès de la Chine, un petit peu de l'Inde et du Vietnam, mais la circulation la plus importante se trouve dans cette partie du monde, et surtout le fait que la région du Golfe est le poumon de l'économie mondiale en termes d'énergie. Savez-vous que si, par exemple, le gaz n'arrive pas à Taïwan, les sociétés STMX ne peuvent pas produire les les puces, encore moins que les autres composants des puces. Donc, nous sommes, parce qu'elle a besoin d'utiliser du gaz. Et c'est 9% du gaz utilisé au Taïwan sont utilisés par une simple société de production des puces. Donc, voyez-vous, ce qui menace l'économie mondiale n'est pas simplement sur le champ pétrolier, y compris sur le domaine de la technologie. Sans parler, sans oublier le fait que les engrais ne traversent plus le détroit d'Ormuz, n'arrivent pas à la région du Golfe, donc ce qui dépend de 98% de son alimentation du détroit d'Ormuz. C'est vraiment une crise complexe et multipolaire. Donc, mais en même temps, c'est une situation non pas dramatique pour les compagnies d'assurance, mais aussi pour les États. Donc aujourd'hui, c'est pour cela on évoque aujourd'hui le fait que Trump veut un petit peu réduire les sanctions sur la compagnie Rosneft pour pouvoir permettre à la Russie d'injecter du pétrole. Et on a vu aujourd'hui la déclaration de la Commission européenne, du porte-parole, qui dit que ça va profiter à la Russie. Mais en réalité, non, elle ne profite pas à la Russie parce que déjà, la société Rosneft est dans une situation de perte. Elle va un petit peu gagner de l'argent, mais pas suffisamment pour se redresser, notamment le fait que ces raffineries sont en panne, notamment celle d'Augusta. Donc il y a énormément de problèmes multiples, complexes, pour qu'ils puissent être résolus par une simple déclaration de Trump. Nous sommes dans une réalité qui est imposée par la guerre. Mais le gros du problème, c'est Israël. Si Israël se sentira vraiment dans une situation désespérée par rapport aux frappes qui continuent de tomber qui ciblent ces villes, donc forcément, on reviendra probablement à la situation de juin dernier. Donc la guerre de 12 jours qui s'est conclue par une intervention américaine. Aujourd'hui, c'est les Américains qui sont englués dans cette guerre, ils sont dans un bourbier. C'est eux qui cherchent à trouver une porte de sortie. Pourquoi ? C'est pour ça qu'à chaque fois, Trump faisait des déclarations en disant que on est sollicité par des médiations pour aller reprendre le dialogue, alors que d'autres disent qu'il n'y a absolument aucun appel au dialogue. C'est-à-dire que finalement, là, on se retrouve dans une situation d'enfermement. On est face au mur, parce que de toute façon, même si les États-Unis voudraient sortir de ce bourbier et aller vers des négociations, l'Iran campe sur cette position en disant que vous avez commencé la guerre, mais c'est à nous de décider. C'est-à-dire que les Iraniens, eux aussi, disent pourquoi c'est les États-Unis et l'entité sioniste qui décident quand commencera une guerre et quand elle se terminera. C'est aussi ça, parce qu'il y a aussi cette logique qui est rentrée en jeu. Exactement, mais les Iraniens disent deux choses. Disent, il y a des conditions et des garanties. C'est-à-dire les garanties ne sont pas bilatérales, pas entre Américains et Iraniens. Donc ils veulent que ça soit élargi à des acteurs qui ont du poids et qui peuvent éventuellement
avoir la main surtout sur Israël, parce que toutes les négociations qui ont eu lieu sont capotées en raison de l'interventionnisme israélien, et en même temps par l'échec des plans américains. D'abord, les États-Unis croyaient qu'en décapitant le haut commandement irakien, Ali Khamenei, et même les commandants des gardes de la Révolution, le chef d'état-major et le chef de l'armée, donc ils pouvaient éventuellement arriver à leur fin. Cette guerre-là n'a pas donné les résultats qu'ils escomptaient. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains, on se retrouve dans une sorte de piégé, même s'ils continuent les frappes, ils sont piégés par deux choses. D'abord, il y a sur le plan interne, aujourd'hui on a vu que 29% des Américains, selon Gallup, sont contre la guerre. La popularité de Trump est au plus bas depuis son élection, et surtout le scandale qu'il y a eu, qui a été le scandale de la Fox News, lorsque le président Trump a reçu les premiers cercueils, il s'est présenté et les salué en portant une casquette. Donc ça a été vraiment un choc pour les Américains de voir leur président qui n'a aucun respect pour les cadavres, pour les morts. Donc, il parlait même de rideaux. Hein. Oui, absolument. Donc c'est un grand problème moral qui se pose aux États-Unis. Et en plus de ça, il y a énormément d'articles, d'études et d'interventions dans les plateaux américains, dans la presse américaine. Nous avons vu comment le Wall Street Journal évoque aujourd'hui la nécessité d'aller vers une négociation ou vers une solution qui arrangerait les deux parties. C'est-à-dire que les deux parties crieraient victoire sans pour autant aller vers pour ne pas continuer la guerre. C'est-à-dire que la guerre sera gagnée par les deux parties, mais ça reste quelque chose qui sera un peu considéré par les experts dans les relations internationales que c'est du farfelu. C'est-à-dire que chacun va sauver la face. Mais en réalité, les Iraniens, comme sur leur position, comme je vous l'ai dit, que sur le fait qu'ils veulent des garanties. Et en plus de ça, c'est une guerre qui a été commencée, c'est un pays agressé. Il ne faut jamais oublier le fait que c'est un pays agressé, c'est une guerre qui a été menée en violation du droit international et qui n'a pas bénéficié du soutien ni du consentement. Du quitus du Congrès américain, encore moins du soutien européen. Les pays européens, dont leur majorité, refusent cette guerre, et même les pays du Golfe, même s'ils sont des victimes collatérales, sont aujourd'hui dans une situation où ils veulent que cette guerre cesse. Ils sont devenus le théâtre de cette guerre. Absolument. Leurs terres sont devenues le théâtre de cette guerre. Ils veulent que cette guerre se termine. Donc, donc les Iraniens ne veulent pas cesser une guerre pour qu'ils soient encore agressés dans 6 mois ou dans une année. Ils veulent un règlement définitif. Sérieux. C'est ce que justement le président du Parlement avait déclaré aujourd'hui. Et comprendre une chose, le fait que les Iraniens ont élu Mojtaba Khamenei, qui représente l'aile dure du régime iranien. Il l'a dit. Il représente à sa désignation. Il représente l'aile dure. Il a été l'un des soutiens d'Ahmadinejad. À l'époque. Il est proche de la logique et de la conviction d'Ahmadinejad, qui justement était un dur, qui représente l'aile dure du régime iranien. Donc forcément, la chance pour les Américains, c'est de discuter avec Pezeshkian, qui est quelqu'un de modéré et qui a les moyens, c'est-à-dire qui est plutôt, parle du pouvoir actuel, c'est un pouvoir modéré en Iran. Ce n'est pas, mais l'arrivée de Mojtaba Khamenei pourrait justement renforcer le fait que les Iraniens ne baisseraient pas et qu'ils auront la main haute. Ils sont agressés. Parce qu'ils ont déjà mis la trajet haute pour les Américains en termes de réplique. C'est-à-dire qu'ils sont présents et il y a des manifestations de la population qui les soutient tous les jours. Donc les Américains sont en position... C'est-à-dire que cette agression a provoqué complètement l'effet contraire, l'effet inverse de ce que voulaient les États-Unis et Israël. D'ailleurs, tous les prémices ou les ingrédients qui sont aujourd'hui sur le plan de l'information que nous recevons disent que c'est une guerre d'usure. On est parti vers une guerre d'usure. Et quand on parle de guerre d'usure, on parle de celui qui est le plus patient, quelque part. Et le plus patient semble être beaucoup plus l'Iran, parce qu'on va dire, lorsqu'on n'a pas grand-chose à perdre, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, mais par rapport aux États-Unis qui se sont engagés avec tout leur armada militaire et l'approvisionnement que cela demande, les militaires sur place, l'entité sioniste qui reçoit les coups tous les jours que Dieu fait, avec quand même une liste très longue de victimes et qu'on ne dit pas compter. Les hôpitaux allemands, selon certains observateurs qui disent qu'il serait deux grands hôpitaux allemands qui seraient donc pleins, c'est-à-dire
complet par des victimes et des dépouilles arrivant d'Israël. Tout ça, on ne le dit pas. Tout ça, on le cache pour garder, si vous voulez, le moral des troupes intact. Devant toute cette panoplie, on va se dire que dans cette guerre d'usure, on sait ou on devine aisément qui serait le gagnant. D'abord, il y a un blackout sur le plan, mais il y a des réseaux. Maintenant, l'information sort à travers Telegram. On voit que les colons israéliens filment les destructions parce qu'ils sont obligés pour justement justifier. Pour dire que nous sommes victimes. Non, justifier devant les compagnies d'assurance. C'est encore mieux. Toujours l'histoire d'argent. Non, ils doivent filmer pour prouver que leurs maisons ont été touchées. C'est très important pour justement justifier devant les compagnies d'assurance locales. Et en même temps, bien évidemment, nous connaissons les Iraniens qui sont reconnus pour leur patience stratégique. C'est un pays qui est très patient. Donc la population est très patiente, le pouvoir est très patient. Vous parlez des Iraniens. Des Iraniens, oui. Pourquoi ? C'est fait partie de la mentalité. Il faut connaître un petit peu la mentalité persane, surtout iranienne, et connaître aussi le chiisme pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'Iranien en tant que citoyen et en tant que dirigeant. Donc il y a une véritable conviction personnelle de croire. Et le fait d'avoir l'assassinat de Ali Khamenei a encore ancré au sein des Iraniens le fait qu'ils doivent se venger parce que ça fait partie de leur conviction religieuse. Ce qu'on appelle le taqlid, celui qui copie, le suiveur. Donc ils doivent, si on suit le guide, nous sommes dans le chiite et dans l'obligation de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire le venger. Donc ils sont dans une posture de guerre, ils ne s'arrêteront pas. Certes, ils sont patients, ils subissent des coups, mais ils ripostent de manière stratégique d'un côté, et de l'autre, ils sont en train de jouer en fonction de leur potentiel militaire et leur capacité à nuire aux Américains et aux Israéliens. Et il faut rappeler aussi que les Américains, ce sont eux qui subiront le plus, c'est-à-dire l'administration Trump, parce qu'elle est sous pression de toutes parts, à l'intérieur du pays, par les Européens et surtout par ses partenaires qui ne voient pas d'issue à cette guerre. Très bien, Kamel. Alors, on aurait encore voulu développer sur le côté de ces compagnies d'assurance parce que beaucoup de textes aujourd'hui sont en train d'être... Et on voit beaucoup d'éditos aussi sur la question que comme quoi le plus grand bénéficiaire de ces assurances serait les États-Unis après que longtemps ce lobby était entre les mains de la Grande-Bretagne. Finalement, à quelque chose malheureusement, il y a quelqu'un qui profite... Les compagnies d'assurance, non, ce sont justement les compagnies qui décident. Ce n'est pas les États-Unis qui décident auprès de qui je dois contracter une assurance. Oui, aujourd'hui, non, ils sont négociés au jour le jour. Les polices assurances ont été rompues, résiliées, mais les plus expérimentés... Pour les revoir à la hausse. Non, les plus expérimentés dans ce domaine, c'est bien la Lloyds et la GLAD. Donc les Américains n'ont pas une bonne expérience dans la gestion. Ils ont des compagnies d'assurance, mais le monopole est britannique. Certes, les actionnaires sont de différentes nationalités, mais pour tirer profit de cette guerre-là, il faudrait d'abord que les Américains compensent les pertes qu'ils ont chaque jour en faisant cette guerre et en tuant des civils. Donc, si ça continue comme ça, dans 2 mois, le budget américain va vraiment être très affecté. Très bien. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, parce que de toute façon, au début de la guerre, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais qu'on fasse un petit peu vite, au début de cette agression, on disait que les États-Unis et l'entité sioniste ciblaient ce qu'on appellerait donc les sites nucléaires, mais ciblaient également les missiles balistiques, d'ailleurs la raison pour laquelle a été faite cette agression. Or, aujourd'hui, on voit que, par exemple, les frappes américaines sont en train de cibler non seulement des civils, mais également, par exemple, qui toucheraient des infrastructures hydrauliques, par exemple. Et on sait très bien que, par exemple, en Iran, c'est très important, ce genre de... Voilà, ils ont ciblé la station de dessalement d'eau de Téhéran. Ils ont ciblé des hôpitaux. On voit l'hôpital de Téhéran qui a été carrément détruit. Mais en même temps, c'est une guerre qui, pour les Américains, est un échec du moment que l'objectif était d'abord de décapiter l'autorité, c'est-à-dire le commandement, c'est-à-dire le pouvoir ou le régime, et en même temps faire en sorte à ce qu'il y ait un changement de régime. De l'intérieur. Bien sûr. Et les Iraniens ont démontré qu'ils étaient résilients.
Donc, encore une fois, donc, ce n'est pas simplement une question d'usure, c'est une question de patience pour les Iraniens qui sont sur leur terrain et sur leur territoire. Et les Américains, même si Trump a dit que nous avons détruit les lanceurs de missiles, au contraire, ce sont des missiles qui sont amovibles, qui sont ambulants. Ils ne sont pas fixes dans un endroit, mais ils sont ambulants. Chaque fois, les Iraniens lancent leurs missiles à partir d'un endroit différent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de tirer n'importe où, bombarder n'importe quelle région, croyant pouvoir parce qu'ils comptent sur leurs satellites, parce qu'aujourd'hui, il y a des missiles qui sont tirés de Qom, d'autres parfois d'Ispahan, au nord de Baloutchistan au nord et vers les frontières. De là où se trouve leur base. Oui, mais ils sont amovibles, ce ne sont pas des bases fixes ou des lanceurs fixes, mais ils sont ambulants. D'autant plus que si tant est si bien que les États-Unis donc cherchaient réellement à anéantir et neutraliser ce qu'on appellerait cette menace iranienne, ils n'auraient pas été jusqu'à des centrales d'approvisionnement en eau, qui est complètement l'inverse de leur objectif. C'est un risque. Les Iraniens peuvent faire la même chose en ciblant les stations de dessalement de la région du Golfe. D'ailleurs, je pense qu'une station de dessalement de Bahreïn a été ciblée. En tous les cas, merci beaucoup, Kamel Mensari, vous êtes directeur de publication du Jeune Indépendant. Merci à vous de nous avoir suivis. Le temps nous prend toujours de court, alors on fait un petit peu dans la précipitation. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.